La progression fulgurante des technologies numériques et des réseaux de communication pose un véritable défi à l'autorité de l'État. S'il est vrai qu'il conserve son monopole en matière de production du droit, c'est sa capacité à faire appliquer ce droit qui est remise en cause par le numérique. La balance du pouvoir, en certains domaines, se rééquilibre en faveur du citoyen. Au travers de quelques exemples, nous allons voir que le caractère positif ou négatif d'un tel rééquilibrage dépend largement de notre vision du rôle de l'État. Ainsi, les libéraux y verront une chance, tandis que les partisans d'un État fort, de droite comme de gauche, qui ne jure que par la régulation d'Internet et sa mise sous tutelle par l'État, y verront une menace pour sa souveraineté. Prenez la question de la liberté de circulation des biens et services. Il est aujourd'hui plus facile que jamais d'entrer en contact avec des particuliers et professionnels en France, mais aussi dans le reste du monde, afin d'échanger des biens et services à des conditions librement négociées, ce qui abolit en partie la contrainte des frontières géographiques. Cela se passe au travers de plateformes comme Amazon Marketplace ou Le Bon Coin, et parfois de manière moins visible au travers de groupes privés sur des réseaux sociaux comme Facebook et autres forums Internet. La plupart des gouvernants le regrettent, soit en raison de leur hostilité au libre-échange auquel ils préfèrent le protectionnisme, soit à cause de leur impuissance à taxer ces échanges qui sont parfois invisibles ou du moins anonymes. Et malgré l'interdiction légale d'accéder à certains services, tels que la version américaine de Netflix, qui ne s'embarrasse pas de la lourde réglementation française sur le cinéma et la télévision, il est techniquement assez simple de contourner l'interdiction. Un exemple intéressant à observer nous est fourni par le projet de taxation des revenus issus de l'économie du partage pour les particuliers. Le gouvernement projette de taxer les revenus complémentaires depuis des plateformes comme Airbnb, Blablacar ou Le Bon Coin. Mais il y a fort à parier qu'une fois taxées ces entreprises, qui ont pignon sur rue, des services identiques renaîtront sous une forme moins officielle, mais techniquement assez simple à mettre en place, en particulier avec l'avènement des technologies blockchain qui rendent obsolète le rôle d'intermédiaire et feront perdre à l'État sa capacité de taxation ou lui compliqueront singulièrement la tâche. En matière de respect du code de la route, il est aujourd'hui possible d'utiliser des applications communautaires telles que Waze pour signaler la présence de policiers sur la route, réduisant ainsi à néant l'effet de surprise sur lequel repose le principe du contrôle. L'anonymat des profils sur ces applications mobiles rend difficile la poursuite de ces utilisateurs. Quant aux éditeurs de telles solutions de contournement des contrôles, ils peuvent parfaitement se situer à l'étranger, hors d'atteinte du droit français. Ce n'est pas le cas de Waze, mais la possibilité existe. Dans le même ordre d'idées, la possibilité de filmer avec son smartphone tout en diffusant en direct sur des réseaux tels que Periscope ouvre la voie à un meilleur contrôle du travail de la police, notamment dans les manifestations. Inutile de saisir le téléphone, l'image aura déjà été vue et sauvegardée, possiblement sur des plateformes basées à l'étranger. Toujours en matière de surveillance, l'État pouvait auparavant procéder à des écoutes téléphoniques qu'il était difficile de contourner. Aujourd'hui, la surveillance des communications électroniques peut être contrée dans une large mesure à l'aide d'outils comme les logiciels Tor ou Telegram, qui permettent des communications anonymes, ou encore des applications servant à chiffrer le contenu de nos ordinateurs et de nos emails, autant de solutions accessibles au plus grand nombre. Les partisans de la surveillance y voient une chance pour les terroristes, mais on comprend aisément que dans des pays dictatoriaux, ce sont parfois les dissidents démocrates qu'on classe parmi les terroristes et qui mettent les outils d'anonymisation au service d'une cause que nous pouvons raisonnablement partager. Enfin, le pouvoir d'un État s'exprime dans sa capacité à conserver des secrets d'État, par exemple en matière diplomatique ou militaire. Mais l'existence de plateformes comme Wikileaks, spécialisées dans la révélation de ces secrets tout en protégeant les lanceurs d'alerte qui les mettent à disposition du public, a fortement secoué cette expression du pouvoir politique. C'est ainsi que le public a pu découvrir de nombreuses communications diplomatiques ultra secrètes, exposant au grand jour les aspects les moins reluisants de la politique internationale. Ce même Wikileaks a apporté les preuves formelles de crimes de guerre commis par l'armée américaine en Irak après la guerre de 2003, des éléments dont on peut raisonnablement estimer qu'ils concernent au premier chef les citoyens qui financent ces guerres et sont parfois mis en danger hors de leur territoire par les actions de leur propre État. En effet, les civils américains sont désormais une cible de choix dans des dizaines de pays. La réaction extrêmement violente du gouvernement de Barack Obama suite à ce scandale en 2010, qui a forcé les lanceurs d'alerte à s'enfuir sous la menace de lourdes peines de prison, montre à quel point l'État est mal à l'aise face à des outils dont le contrôle lui échappe de plus en plus.